Un service raté de Tanner, les facéties de Connor Sayuit, l'acrobatie de Panatta, un arbitre qui bredouille et un pigeon facétieux suffisent, avec l'humour des Britanniques, à ramener le plus grand tournoi de tennis du monde à ses proportions humaines qui sont celles de tous les jours pour 350 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. Pour permettre aux 128 meilleurs joueurs et aux 96 meilleures joueuses du monde de s'affronter chaque année pendant la dernière semaine de juin et la première de juillet, l'All England and Croquet Club entretient avec un soin méticuleux 15 cordes de gazon et une infrastructure qui mobilise 25 personnes à l'année et 500 personnes pendant le déroulement du tournoi. Pendant la manifestation, qui attire, je l'ai dit, 350 000 personnes en 10 jours, l'apparition des premières gouttes de pluie déclenche une opération de protection du fameux gazon qui s'effectue avec une efficacité absolument remarquable. Sous les yeux de spectateurs qui attendent des heures durant la fin des intempéries, on déroule les bâches, cependant que les joueurs, qui sont à l'abri dans de confortables salles de relaxation, attendent l'ordre du juge-arbitre de se préparer. Il n'y a jamais de match le matin à Wimbledon où les parties commencent à 14 h. Parfois, lorsque la pluie persiste trop longtemps, on joue depuis midi, et lorsque la finale ne peut pas se disputer le premier samedi de juillet, on joue exceptionnellement le dimanche. La dernière fois, c'était en 1972, à l'occasion de la finale entre Stan Smith et Ilie Nastase. Une année plus tôt, nous avons vu 20 000 personnes attendre sous la pluie de 14 à 20 heures jusqu'à l'annonce traditionnelle du speaker disant « Ladies and gentlemen, there will be no game today ». Mesdames et messieurs, il n'y aura pas de match aujourd'hui. Wimbledon offre une masse de facilités au public. D'immenses parkings, une banque, une poste, des restaurants, un service d'information, un office de location de coussins, un bureau d'objets trouvés, des boutiques et un musée. Le restaurant le plus huppé est évidemment celui qui est réservé aux membres, qui sont au nombre de 375, dont font partie tous les anciens vainqueurs. Il va sans dire que l'entrée de ce club est jalousement gardée, n'y entre pas qui veut, il faut absolument faire partie de l'All England pour pouvoir pénétrer, et bien entendu les membres de la famille royale ou les invités de la Grande Loge d'honneur y sont également reçus. Quand on ne fume pas et quand on veut prendre patience parce qu'on ne veut pas quitter sa place, il faut s'approvisionner. Et vous voyez ici le stand fameux, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs à Wimbledon, c'est le stand des fameux bonbons dont tous les Anglais et surtout toutes les Anglaises sont friands. Il y en a une quantité invraisemblable, chacun se sert, remplit son cornet et va le faire peser. L'engouement pour Wimbledon est tel que certains jours de grande affluence, il est pratiquement impossible de circuler entre les cortes. Ce va-et-vient continuel, tout comme les applaudissements et les cris des cortes voisins, agissent sur la concentration des joueurs qui acceptent sans broncher de s'aligner sur la place que leur a désignée le juge-arbitre. On dit que le joueur est roi à Wimbledon, où il dispose de vestiaires luxueux et de restaurants inaccessibles au public, mais il doit avoir des rois, la politesse et l'exactitude. Ainsi, Arthur Ashe, que l'on voit ici, est tout de même un ancien vainqueur. Il a remporté l'épreuve en 1975 et il est contraint de jouer sur le court numéro 2, qui est considéré comme le plus bruyant de tout Wimbledon, car on y entend également les cris et les rumeurs du court central et du court numéro 1.
Voilà une vue de ce fameux court numéro 2 qui a vu bien des champions tomber. Et les spectateurs qui sont au premier rang peuvent se retourner et suivre la partie qui se déroule sur le court numéro 3. Les deux tribunes sont opposées l'une à l'autre. Game to Ash. Ashley leads by 3 games to 2, second set. Vous voyez qu'il n'est pas facile de trouver une place. Il y a des gens là qui ont fait la queue pendant 2 heures pour voir seulement la moitié d'un corps. Ici, nous voyons Brian Gottfried, qui était tout de même classé tête de série, qui doit jouer sur le court numéro 5. Les spectateurs sont très proches, il entend les réflexions. Ça n'est pas toujours facile, mais un joueur professionnel doit s'adapter à toutes les situations. Il est clair que les joueurs les plus sensibles et les plus nerveux sont quelquefois déroutés. Ici, nous voyons Adriano Panatta, qui, l'année dernière, a fait un malheur à Wimbledon, ce qui a déchaîné l'enthousiasme de ses supporters, les Italiens qui résident à Londres, qui sont venus l'encourager à leur manière. Panatta n'est pourtant pas un spécialiste du gazon, mais il est parvenu vraiment à faire un exploit. Il est évident que l'intrusion de ces mœurs du football dans le temple du tennis n'a pas été appréciée. Et les écoutiers ont été très sévères pour ces supporters italiens. Ils ont même écrit que ce qui s'était passé à Wimbledon, c'était la première fois, mais ils ont également affirmé que c'était la dernière, car les organisateurs ont promis de prendre des dispositions pour éviter le renouvellement de pareilles manifestations. Comme le spectateur le plus futé et le mieux organisé n'a pas le don d'ubiquité, un tableau d'affichage géant donne tous les résultats, cependant que les tableaux électroniques du central et du court numéro 1 répercutent le déroulement des parties à l'extérieur pour tous ceux qui ont dû se contenter de places debout, donnant accès aux 13 autres cortes. La gentillesse des hommes préposés à la circulation, au service d'ordre, est proverbiale. Ils sont recrutés parmi d'anciens officiers de l'armée des Indes, parmi des pompiers, des policiers. Il y a également des volontaires. Mais il y a là une atmosphère de détente et il se crée une complicité entre spectateurs et organisateurs. Tout le monde doit se sentir à l'aise et heureux, car on se rend à Wimbledon comme on se rend à la fête. Keep moving along, please. Come along then, both sides. Keep moving, please. Keep moving, please. Keep moving. Go down the long queue. Keep moving, please. You'll never get it. Keep moving, please. That's it. Come on then. Come on over this side. Come on upstairs, please. Ici, nous voyons Vitas Gerulaitis, qui avait été un glorieux demi-finaliste contre Björn Borg. Il n'avait perdu que 7-5 au 5e set. Il affronte également ce redoutable court numéro 2 qui va lui être fatal puisqu'il sera éliminé par son compatriote américain Pat Dupré, qui fera son chemin puisqu'il se qualifiera pour les demi-finales au détriment de Panatta précisément. Changement de décor, nous sommes au Queen's Club.
C'est là que se déroule avant Wimbledon un tournoi qui s'étend sur une dizaine de jours et qui doit permettre aux champions de s'habituer aux cortes de gazon, eux qui précédemment se sont alignés sur les cortes en terre battue de Roland-Garros par exemple. Et la différence est considérable. Gerulaitis s'entraîne ici en compagnie de Fred Stolle, qui a été 2 fois finaliste à Wimbledon et qui est son manager. Alors c'est une leçon de revers comme si on l'a donné à un débutant, mais il s'agit plutôt de remettre en confiance un joueur qui a connu une élimination inattendue et brutale. Ici, John McEnroe. Et maintenant, le revers étant assimilé, c'est l'entraînement, c'est la succession de revers que distille Fred Stolle. There's nothing, your preparation's perfect now. So just bring it right through and you'll be surprised what's going to start happening to it. Get it back and hit it. That's it. Hit it. Yeah. Chose curieuse, là, les joueurs ne s'entraînent pas sur le gazon, mais c'est que Gerulaitis est déjà éliminé et ça a moins d'importance. Ici, Virginia Wade, qui a remporté le simple dame en présence de Sa Majesté la Reine Elisabeth à l'occasion du tournoi du centenaire, très populaire en Grande-Bretagne. Et ce décor somptueux du Queen's Club, ainsi au cœur de Londres. Et voilà alors Victor Pecci, qui avait été la coqueluche de Roland-Garros l'année dernière, où il était parvenu en finale contre Björn Borg, mais qui a une peine considérable à s'habituer au gazon et surtout beaucoup de peine à confirmer cette réputation naissante. Vitas Gerulaitis a la passion des voitures de luxe, on vous l'a dit. Il est propriétaire de 2 Rolls à New York et lorsqu'il est en déplacement, il loue toujours une Rolls avec chauffeur. Le chauffeur vient le prendre à l'aéroport et reste à la disposition du joueur pendant tout son séjour, que ce soit à Londres ou dans une grande capitale. C'est que le tennis permet aux champions des dépenses somptueuses. Wimbledon se trouve dans la banlieue du sud-est de Londres. On y accède en voiture, avec tous les inconvénients que représente la recherche d'une place de parc, ou en métro, en descendant la station de Southfield où nous sommes maintenant, et qui est à 2 km de l'entrée principale. Les chauffeurs de taxi sont donc admirablement organisés. Ils attendent en file indienne et prennent 4 ou 5 personnes qui payent chacune leur place. L'opération doit être rentable et il faut faire vite. Les spectateurs les plus patients et les plus économes préfèrent prendre le bus, quitte à faire la queue, ce qui n'a jamais contrarié un Britannique. Le taxi ne part pas s'il n'y a pas 4 personnes à l'intérieur. Et quelquefois, eh bien, on peut sur les strapontins placer de jeunes personnes à condition qu'elles soient minces. Les têtes qui sortent indiquent que le feu est devenu vert. Quelquefois, la circulation est si encombrée que les chauffeurs préfèrent tourner sur rue. Les images que nous montrons ici sont tournées entre 13 et 14 heures, heure à laquelle débutent les parties. C'est dire que tous les clients de ces taxis et de ces bus sont porteurs de billets. Les autres, par milliers ou dizaines de milliers, sont arrivés à Wimbledon en fin de matinée afin de faire la queue pour acheter des billets au tourniquet. Thank you.
Enfin, il y a tous ceux, et ils sont nombreux, qui se réservent d'acheter des billets au marché noir. Ils sont accueillis à l'arrivée des taxis par des revendeurs prévenants qui se précipitent pour leur ouvrir les portes et pour leur faire des offres. Les prix varient bien évidemment selon les places et surtout selon les jours. Ils deviennent prohibitifs les derniers jours pour les finales, où il n'est pas rare de voir des billets du corte central partir pour 600, 800 ou même 1000 francs suisses. Comme en cas de pluie, les billets ne sont plus valables le lendemain, on imagine les risques que prennent les acheteurs qui auront sans doute pris connaissance des prévisions de la météo avant de procéder à un achat aussi coûteux. What you been up at? 50 for 2. 50 for 2. Well, I can break a pen. Oh, fuck me. What are you cunts doing? Do you want, no, well, leave it. Is it too dear? Does anyone have any... Go away, what you want? Vous l'avez vu, les revendeurs, les tots, n'aiment pas s'offrir en spectacle. Et c'est bien compréhensible. No, not number one. You got centre? No. Only 5. Nous essayons d'acheter des billets à des gens qui arrivent ici et nous leur en offrons un bon prix. Puis nous essayons de les revendre à ceux qui n'en ont pas. Et vous faites ce travail toute l'année? Oui, pour les matchs de football, de tennis, de cricket, pour tous les spectacles. Et c'est une bonne affaire? Ça permet de vivre. Et c'est un boulot difficile? Nous travaillons dur et, comme vous pouvez l'imaginer, on est souvent piqué par la police. Et on paye 50 livres d'amende pour obstruction. Est-ce que c'est permis ou interdit de faire ça? Obstruer la voie publique est interdit. En d'autres termes, se tenir devant les gens, leur offrir quelque chose, ils le classent comme une obstruction de la voie publique. Et cette année, vous n'avez pas eu d'ennui avec la police? Nous avons tous été appréhendés par la police. Arrêtés? 1 ou 2 fois, 3 fois. Et pour longtemps? On nous colle un procès-verbal et on écope d'une amende de 50 livres. Le système de la vente des billets est assez compliqué. La priorité est accordée aux membres du club et à ses conseillers, ce qui représente environ 1500 places. Le comité d'organisation envoie ensuite des billets à la Fédération britannique de tennis ainsi qu'à toutes les fédérations étrangères. D'autres associations sportives sont également prises en considération, sans parler des invitations pour la loge royale et les places de presse. Tout le solde est vendu au public. Pour le corte central, on peut s'inscrire dès le 1er janvier, mais pour 2 journées seulement, une dans la première et l'autre dans la seconde semaine. Des places sont également mises à la disposition de quelques agences de théâtre. Le central compte 10 651 places assises et 3 000 places debout. Pour le corte numéro 1, qui compte 5 100 places assises et 1 500 places debout, les places couvertes sont vendues par une agence de Londres dès le 1er janvier de chaque année et les autres par l'All England Club, toujours dès le 1er janvier. Là également, il est impossible d'acheter un abonnement pour tous les jours. Au moment où le tournoi commence, on vend chaque jour au guichet 300 places assises pour le central, 500 places assises pour le numéro 1 et 1650 places assises pour le corte numéro 2, celui où nous avons vu H et Gerulaitis tout à l'heure. De plus, on vend évidemment des milliers de places qui donnent accès aux allées qui sont beaucoup plus fréquentées la première semaine, où les amateurs de tennis peuvent voir tous les champions à l'œuvre, à l'exception peut-être de Borg et de Connors, qui évoluent régulièrement sur le central et sur le corte numéro 1. Si quelques privilégiés peuvent manger au restaurant For Members Only, la grande majorité des spectateurs préfèrent s'égayer sur les pelouses bordées de comptoirs et de boutiques de toute nature. Et puis, il y a la grande tradition du pique-nique, l'expression d'ailleurs typiquement anglaise, où chacun peut déguster un menu qui a été composé la veille selon les plus pures traditions de la partie de campagne. Wimbledon est l'illustration vivante des contrastes de l'Angleterre,
où les gentlemen côtoient les jeunes en blue jeans, alors que les snobs ou les connaisseurs fréquentent le stand du champagne et du Pim's No. 1, sans que personne ne songe à condamner leur goût pour ces boissons et leur désir de se retrouver autour d'une coupe rafraîchissante. Ils sont là pour goûter l'apéritif d'un quart de finale, comme ils seront devant un autre bar quelques heures plus tard pour la traditionnelle heure du thé. Spectateur et journaliste depuis la fin de la guerre, notre ami Denis Lalanne nous parle de sa découverte de Wimbledon. Dans le métro de Earl's Court à South Fields, j'ai découvert avec ahurissement ces robes extravagantes et ces chapeaux comme des jardins potagers que portaient les Anglaises à l'époque, comme si elles emportaient un petit peu leur soleil avec elles. Et puis ces chapeaux melons marrons que portaient les tout jeunes gens. Et ensuite, ça a été, alors, en arrivant ici au club, la découverte de la verdure et puis de la sportivité. Cette sportivité dont l'Angleterre avait fait preuve pendant la guerre, pendant ces bombardements de V1 et de V2 qui n'avaient d'ailleurs pas épargné Wimbledon. Et alors là... de surprise en surprise, un jour, je m'étais muni d'un très modeste chapeau de paille et une spectatrice derrière moi, à un moment donné, me frappe sur l'épaule et me demande d'enlever mon chapeau parce que ça l'empêchait de voir. Je me retourne et la spectatrice en question, elle, portait un chapeau monumental qui devait bien empêcher 4 rangs derrière elle d'y voir. Et alors, ces ladies qui composent la majorité du public de Wimbledon, c'est merveilleux parce que on les entend pousser des cris et puis on peut trouver peut-être un petit peu futile de leur part qu'elles arrêtent tout à 5 heures pour aller prendre leur nice cup of tea. Mais finalement, on se demande si ce n'est pas une certaine façon quand même de remettre le sport à sa place, contrairement au gigantisme et presque ce côté inhumain qu'on lui trouve aujourd'hui. Ce fameux match, par exemple, Gonzalez-Passarelle qui durait depuis la veille, eh bien, on a bien vu à quelque chose comme 7-2 au 5e set, toute une rangée de gentlemen au premier rang se lever, alors que l'émotion était à son comble. Eux, ils se sont levés pour aller prendre leur tasse de thé parce que, eh bien, la sportivité, pour eux, ça consistait un peu à ce qu'une tasse de thé, ce soit quand même plus important qu'un quart de finale. Wimbledon est un lieu béni de la haute compétition sportive où chacun vit à sa guise au gré de son éducation, de ses goûts, de ses habitudes. Les filles de pensionnat y croisent d'honorables financiers de la City en jetant un coup d'œil curieux au passage sur Peter Ustinov, qui est un habitué du lieu. Le règlement de Wimbledon prévoit que tous les joueurs étrangers, on dit ici les joueurs d'outre-mer, doivent être conduits de leur hôtel au vestiaire du Center Court dans des voitures mises à leur disposition par l'organisation du tournoi. Dès lors, une foule de badauds, plus soucieuse de quêter un autographe que de suivre un match, guette l'arrivée des vedettes. Ici Jimmy Connors, qui fut vainqueur et finaliste. What did you want me to do? I'm doing any contact stuff. Yeah. Really good. Pour John McEnroe, c'est différent. Il y a 3 ans, il a dû disputer les épreuves de qualification pour prendre part au tournoi. Il a donc eu droit au vestiaire des modestes, derrière le court numéro 2. Lorsqu'il a atteint le stade des demi-finales, le comité d'organisation s'est réuni in corpore pour examiner le cas de ce jeune homme. Fallait-il l'autoriser à se rechanger désormais dans le vestiaire de luxe du Central? Eh bien, après 1 heure d'austère délibération, les dirigeants de l'All England Club
ont voté une mesure d'exception, mais non sans de vives réticences. What do you want to do?